Garigliano, il ne faut pas l'oublier, c'est la plus grande victoire française de toute la Seconde Guerre mondiale. Personne ne le sait, mais c'est une bataille où plus de 110 000 troupes françaises ont vaincu un nombre équivalent de soldats allemands. Le 6 juin, donc le jour même du débarquement en Normandie, un immense défilé devant le Colisée où les troupes françaises défilent pour le coup victorieusement. Dans la nuit du 9 au 10 juillet 1943, c'est le lancement de l'opération Husky avec le débarquement en Sicile. Elle est menée par la 8e armée britannique du général Montgomery et la 7e armée américaine du général Patton. Première fois pendant la Seconde Guerre mondiale qu'une opération amphibie d'ampleur est menée, quelques mois avant les débarquements en Normandie et en Provence. Pourquoi finalement l'Italie? Il y a un désaccord initial entre Roosevelt et Churchill sur la conduite à tenir. Staline réclame depuis en fait 1942 l'ouverture d'un second front, tout simplement parce que c'est l'armée rouge qui supporte l'essentiel de l'effort de guerre à ce moment-là. Et Churchill est plutôt favorable en fait à une intervention plutôt par le sud, par la Méditerranée, ce qu'il appelle lui le ventre mou de l'Europe. Voilà. Et donc l'idée de Churchill, c'est d'attaquer par la péninsule et de remonter ensuite sur les Balkans, sur l'Autriche et attaquer au cœur du Reich. Roosevelt, de son côté, lui, est plus favorable à un débarquement qui aurait lieu sur les côtes françaises. Staline, Roosevelt et Churchill vont réussir à s'entendre pour attaquer d'abord par l'Italie. Le problème, c'est que la campagne d'Italie va s'avérer beaucoup plus difficile que prévu. Et ce ventre mou de l'Europe, en fait, comme le dira plus tard le général Clark, c'est plutôt un os sur lequel les Alliés vont tomber. Alors, la principale ligne de défense allemande, c'est la fameuse ligne Gustave, qui est située à la fois à l'ouest sur les monts Orunchi, et au centre, vous avez donc l'abbaye de Monte Cassino, et à l'est, vous avez en fait la chaîne de montagnes des Apennins. Donc en fait, c'est une véritable barrière naturelle qui est face aux Alliés. Et qui plus est, vous avez deux fleuves qui sont juste en contrebas de cette ligne Gustave, que sont le fleuve Rapido et le Garigliano. Plusieurs assauts frontaux sont lancés, notamment par le général Clark, qui est donc le chef de la 5e armée américaine, auquel est incorporé le corps expéditionnaire français. Le corps expéditionnaire français est officiellement créé le 24 août 1943 par le général de Gaulle et le général Giraud. Son commandement revient au général Alphonse Juin. Dans le corps expéditionnaire français, évidemment, vous avez tout l'empire colonial qui est là. Essentiellement, beaucoup de troupes algériennes, marocaines, tunisiennes, qui vont notamment s'illustrer sur le Garigliano au Belvédère, mais vous avez également des troupes qui viennent d'Afrique occidentale française, d'Afrique équatoriale française, certaines aussi de Madagascar et également du Pacifique. Donc c'est un véritable melting pot en fait, et le corps expéditionnaire français et les troupes alliées en Italie. Alors, les premières troupes françaises du corps expéditionnaire français débarquent dans la baie de Naples le 21 novembre 1943. Il faut bien le dire, et c'est peut-être un petit peu cruel pour nous, mais dans une indifférence quasi générale. La chute vertigineuse de la réputation militaire des Français et de la France après la guerre, à la suite de la guerre de 39-40, il est certain que cette chute avait beaucoup marqué les Alliés. Et ils nous l'ont fait comprendre à différentes reprises. Cette méfiance portait à la fois sur les hommes et peut-être encore, il faut le dire, sur les chefs. C'était par conséquent une pente qui était très dure à remonter. Il a fallu s'affirmer d'entrée de jeu en Italie. Le corps expéditionnaire français, qui est désormais à peu près fort de 30 000 hommes, à ce moment-là, en janvier 1944, va être installé dans le secteur de Venafro, au sud-est de Cassino. Voilà, à peu près à 8 km à l'est, au sud-est de Cassino.
À ce moment-là, le général Clark lance toute une série d'opérations frontales contre le Mont Cassin qui vont toutes être repoussées par les Allemands. Donc Juin est sous le commandement du général Clark. Et donc Clark va demander à Juin en fait, de lancer toute une série d'opérations de diversion, et notamment une opération qui va être extrêmement meurtrière, qui est l'opération du Belvédère. Opération donc, qui débute le 18 janvier, qui va se terminer 10 jours plus tard, par la prise du Belvédère. Nous regardions cette pente qui paraît presque à pic, et il fallait arriver à 700 mètres. Écrasé par les obus, pris à partie par les mitrailleuses à plat ventre, en rampant. Et il fallait prendre crête par crête. Et à un moment donné, on n'avait plus de munitions. Alors on est allé au corps à corps. Le corps à corps était tel que j'ai été obligé de demander un tir sur nous-mêmes. Cette attaque du Belvédère, qui est un succès, un authentique succès pour le corps expéditionnaire français, va puissamment, je crois, légitimer en fait les troupes du général Juin, clairement. Et d'une certaine manière, les troupes françaises commencent à se rendre indispensables à partir de ce moment-là, au prix là aussi de pertes extrêmement lourdes. Compagnie Gautier était partie à 70 hommes. Elle est arrivée à 32 hommes, en haut, sur le piton. J'étais en tête de ma section. Malheureusement, en arrivant tout près du piton, j'étais blessé. Comment j'ai vu mes meilleurs camarades tomber à côté de moi. Et je n'ai pas pu les secourir. L'ordre était de toujours foncer en avant. Sur le Belvédère, 1400 pertes, dont 40 officiers. Tous les commandants de compagnie ont été tués ou blessés. Le colonel lui-même a été tué. En mai 1944, Juin commande désormais plus de 110 000 hommes. Donc le corps expéditionnaire français a changé clairement de dimension en avril-mai 1944. Juin va demander au général Clark et au général Alexander de transférer le corps expéditionnaire français du secteur de Venafro au secteur du Garigliano, donc à l'ouest du dispositif allié. Alors ça va se faire tout ça très discrètement. On va mettre des uniformes britanniques sur les soldats français pour que les Allemands ne voient pas le subterfuge. Dans la nuit du 11 au 12 mai 1944, quand le corps expéditionnaire français attaque le Garigliano, la surprise est quasiment totale pour les troupes allemandes. Il y a à peu près un canon par mètre de front, donc c'est absolument énorme. Et ça commence par un énorme bombardement des positions allemandes et donc les troupes françaises qui traversent le fleuve et qui vont être stoppées. La première nuit des combats et la première journée des combats qui s'ensuit ont fait très très difficile pour le corps expéditionnaire français. Nous sommes tombés sur quelque chose de très dur, les positions allemandes étaient intactes par conséquent, et nous n'avons fait une progression d'ailleurs que de quelques mètres, étant stoppés dès le départ. Le 2e bataillon du 4e RTM, qui était à ma gauche, a été, lui, encore plus sonné, si j'ose dire, étant donné qu'il est tombé sur des lance-flammes et qu'une compagnie entière a, pour ainsi dire, disparu. Les Allemands ont tenté des contre-attaques qui ont toutes été repoussées et donc Juin ont conclu qu'un effort supplémentaire pourrait s'avérer décisif. Et dans la nuit du 12 au 13 mai, les forces allemandes, la ligne Gustave est percée par les troupes françaises. Alors à travers deux gros combats, c'est d'abord la prise du Mont-Maillot et également par la 3e division d'infanterie algérienne du général Montsabert qui prend le village de Castelforte après un combat de chars extrêmement virulent. Quand nous sommes passés avec mon bataillon sur les pentes du Maillot, nous avons vu déjà un drapeau français planté au sommet du Maillot, ce qui nous indiquait que la rupture était faite et qu'à ce moment-là, c'était la poursuite qui commençait. Cassino tombe 5 jours plus tard, le 18 mai 1944. Ce sont les Polonais du général Anders qui s'en emparent. Et tout simplement, les Allemands ont abandonné la position parce qu'il y a un risque d'être encerclés. Désormais, la vallée du Liry, la route de Rome, est en grande partie ouverte à partir du 18 mai 1944. Le 6 juin, au moment du débarquement en Normandie, les troupes du général Juin défilent dans Rome. Le drapeau français est hissé sur le palais Farnèse, siège de l'ambassade de France. Mais le corps expéditionnaire français poursuit son avancée jusqu'à Sienne, qui tombera le 3 juillet 1944. Il y avait eu un ordre qui avait été donné
par le maréchal Juin, disant qu'il fallait protéger toutes les merveilles d'art d'Italie autant que les choses se pourraient. Nous entretenions une carte sur laquelle on mettait des ronds rouges pour les endroits sur lesquels il devrait être interdit de tirer. Alors, Besançon, qui ne manquait pas d'esprit bien loin de moi, me dit, écoutez, il ferait mieux de me dire les points sur lesquels j'aurais le droit de tirer. Alors je lui ai répondu, écoutez, tirez n'importe où vous voudrez, mais si vous avez le malheur d'atteindre au-delà du XVIIIe siècle, on vous fera fusiller. Cependant, le CEF est dissous le 22 juillet 1944 et va être remplacé par ce qu'on va appeler l'armée B du général Delattre. Cet ex-corps expéditionnaire français donc, va préparer le débarquement en Provence qui aura lieu un mois plus tard, le 15 août 1944. Aujourd'hui, il y a deux grands lieux de mémoire qui commémorent cette campagne, en tout cas pour les Français. C'est le cimetière de Monte Mario, donc à Rome, et le cimetière de Venafro. Voilà. Et les cimetières rappellent tout de même le sacrifice de plus de 6577 soldats qui ont été tués à ce moment-là, et également de plus de 23 000 blessés. Le corps expéditionnaire français en Italie, c'est 30 000 pertes, tués et blessés. Ce qui est un chiffre énorme quand on pense qu'en moyenne, les effectifs du CEF étaient de 76 000 hommes, avec un pic à 110 000 hommes donc, au moment du Garigliano. Donc ce sont des pertes absolument considérables.